Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir David, bonsoir Maël. Et ben voilà, nous voilà à nouveau réunis et on recommence avec la saison 2. Peut-être que bientôt on va être sur Netflix, on a déjà notre saison 1. On va faire cette saison 2 et je suis sûr qu'il y aura une saison 3. Comme d'habitude, je vais commencer avec mon édito un petit peu piquant et nouvelle formule, on en discutera ensemble après. Le monologue va donc devenir un vrai dialogue. C'est une joie de vous retrouver et de démarrer cette nouvelle saison avec David et Maël. Nous avons enrichi notre émission avec une chronique immobilière qui vous sera présentée par Elisabeth Horvat et une chronique sur les valeurs européennes où chaque quinzaine, une action vous sera détaillée. Bruno Zaraya animera cette chronique. Le département d'analyse et de recherche de la société Atlantique Capital Partners traitera un sujet de macro ou de microéconomie chaque quinzaine. Comme l'an passé, un sujet juridique sera régulièrement traité et une société de gestion viendra se présenter à chaque fois. Ce soir, c'est Ginger M et ce sera donc à elle que reviendra l'honneur d'ouvrir le bal. Bruno Zaraya sera donc avec nous 2 fois ce soir et nous en sommes ravis. Sur les marchés financiers, nous scrutons tous et toujours la prochaine crise. Prévoir une crise revient à prédire l'avenir et à en comprendre les mécanismes. C'est ce que nous essayons tous de faire. Et comme nous savons qu'il ne faut pas trop compter dessus, les plus raisonnables d'entre nous conseillent toujours la diversification avec des actifs décorés. À chaque crise, son goût. Les journalistes adorent éplucher les articles de presse et les émissions TV ou radio pour savoir qui a eu raison avant les autres et qui a su prédire. Ensuite, ils le présenteront comme l'homme qui avait vu venir et que l'on aurait dû écouter, et en conséquence, celui qui doit être consulté pour le futur. Il y a malheureusement peu de chances que cela se répète de manière systématique. Il s'agit plutôt d'un phénomène de parfaite compréhension d'un cycle, d'une fin de cycle ou d'une rupture de cycle. Il ne sert à rien de se diversifier avec des actifs qui réagiront de la même manière en cas de problème. Avoir 5 fonds différents d'actions européennes ne protégera personne d'une baisse des marchés européens. Certains fonds baisseront juste moins que d'autres. La diversification décorrélée est une technique complexe qui vise à toujours avoir des actifs qui ne baissent pas ou très peu afin de ne pas être pris au dépourvu et de ne pas être obligé de vendre. Ce décorrélé n'empêche pas de perdre, mais cela empêche de trop perdre et surtout de tout perdre. Sans vouloir rentrer dans des calculs savants, je vous laisse imaginer un portefeuille équilibré, composé d'un peu de tout, et vous verrez qu'il aurait passé tous les écueils et toutes les crises. Pour ce faire, il faut être accompagné, non pas parce que c'est impossible à faire seul, mais parce que c'est un vrai métier qui nécessite des savoirs multiples et un réel apprentissage. Ma boule de cristal, ou plutôt mes lectures, mes analyses, mes synthèses, me font dire que le prochain grand krach qui viendra perturber les économies mondiales sera le krach des cryptoactifs, qu'il sera au moins aussi violent que les derniers crachs immobiliers ou celui des dettes qui a engendré un effondrement des banques. Pour mémoire, BNP Paribas vaut à peine plus que 50% de ce qu'elle valait fin 2007. Avec ce chiffre, on comprend mieux l'étendue et la profondeur des dégâts. À ce jour, le total des cryptoactifs est autour de 2000 milliards de dollars et les 3/4 pourraient partir en fuite. L'objet ici n'est pas de vous expliquer pourquoi. Il y a des milliers d'articles qui vous expliquent pourquoi cela va se passer, pourquoi cela est imminent, et des milliers d'autres qui vous expliquent pourquoi cela n'arrivera jamais et que les cryptoactifs finiront par valoir 10 fois plus, si ce n'est 100 fois plus. Et encore, je ne parle pas de tous les articles racoleurs dont la seule intention est de vous arnaquer en vous faisant acheter des cryptoactifs. De mon point de vue, le talon d'Achille des cryptoactifs est leur haute volatilité, c'est-à-dire le très grand écart entre les hauts et les bas et la vitesse à laquelle cela se fait. Je suis convaincu que quand la machine tourne trop vite et trop longtemps, cela finit toujours mal. Un peu comme un cœur. Si l'on veut le garder longtemps, il faut le ménager. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas le faire tourner au régime, mais pas tout le temps. À un moment ou à un autre, même si cela pourrait mettre du temps, nous aurons un ralentissement de la croissance. Nous aurions déjà dû en avoir 1, 2, voire 3, mais à chaque fois, les États et les banques centrales sont venus à la ressource en injectant sous différentes formes massivement de l'argent. Cela a créé des dérèglements, et ce n'est pas un hasard si la hausse de l'immobilier sur les 15 dernières années, et oui, la crise bancaire a déjà 15 ans, a été la plus forte en France, pays qui distribue le plus. La crise du Covid et son quoi qu'il en coûte, même si nous n'aurons jamais le chiffre exact, nous aura coûté, sous réserve que le sujet soit maintenant sous contrôle, au moins 30 milliards d'euros, avec comme conséquence bizarroïde un record d'offres d'emploi non satisfaites enregistrées à la NPE. Elle se monte à presque 1 million. Tout cela dans un pays qui compte 2,4 millions de chômeurs et 2 millions de bénéficiaires du RSA. Les États et les banques centrales décideront de laisser la crise se faire et n'injecteront pas des capitaux suffisants pour la faire disparaître, même s'ils injecteront quand même des capitaux pour l'atténuer. Et une des conséquences inévitables sera la dévalorisation de certains actifs,
Les acteurs de marché vont alors se concentrer sur la valeur intrinsèque des choses et comme au début des années 2000, ce sera la fête de la value et les défensifs et des défensifs. Les technologiques sans profit élevé et les valeurs de l'hypercroissance dévisseront en faisant peur à leurs détenteurs et là, les acteurs se tourneront vers deux actifs pour une analyse poussée, l'immobilier et les cryptoactifs. Et très franchement, il n'y aura pas photo. Un plongeon pour le second et sans doute une correction pour le premier, mais je vois mal une baisse violente généralisée de l'immobilier. Je vais maintenant échanger avec Maël et David sur ce point de vue et voir ce qu'ils en pensent. Donc, pour cet édito, nouvelle formule, c'est maintenant à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette notion de cycle et que donc le cycle des crises allant et venant, on aura un jour ou l'autre une crise sévère. Allez, Maël, à vous. C'est assez intéressant parce que je dirais que pendant mes études, moi j'ai appris qu'un cycle, ça durait 8 ans. Ça, c'était il y a quand même quelques années, il y a plus de 25 ans. Et on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout, hein. C'est plus vrai du tout en tout cas. Aujourd'hui, des crises, on en a tout le temps. Les cycles, il n'y a plus de durée type, hein. C'est 3 ans, 2 ans. C'est vrai que là, on est sur un bon cycle, hein, puisqu'il dure depuis quand même quelques temps. Donc, se dire que demain, ça va se casser la figure, fatalement, à un moment, ça va se ralentir. Se casser la figure, je ne pourrais pas le dire. Je dirais que ça s'accompagne un peu d'une certaine diversification. Il y a toujours eu de nouveaux produits, de nouveaux sujets d'investissement. Je vous rejoins, Bernard, sur les derniers sujets d'investissement, les crypto-monnaies. On voit bien, nous, dans notre métier d'assureur, on a énormément de demandes d'investissement sur les crypto-monnaies. Est-ce que c'est le bon investissement? Est-ce que c'est la bonne filiale? Je ne sais pas. Je sais que l'année dernière, Marc Toiti n'était pas du tout convaincu. J'aurais tendance à vous rejoindre, à le rejoindre un peu en disant que ce n'est pas forcément la solution d'avenir. Ça va devenir quelque chose de plus en plus demandé. Néanmoins, la volatilité, elle est quand même assez décourageante pour le commun des mortels. Le commun du mortel. Je dirais que également les investissements spécialisés, l'ISR, hein, je regarde David, qui est un spécialiste de l'investissement ISR, ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout il y a plus de 5 ans. Maintenant, tout le monde veut de l'ISR, hein, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Donc, est-ce que le cycle des actions classiques va se casser la figure? Je ne sais pas. En tout cas, on a trouvé d'autres alternatives et des alternatives qui vont forcément évoluer. Alors, moi, David? je vais me permettre d'être un peu polémiste pour une fois. Ce n'est pas mon habitude pourtant. Mais je vais plutôt poser la question suivante, c'est une vraie crise, comme on en a connu en 2008, comme on en a connu avant, en 94, etc. Une vraie crise est-elle encore possible? Est-ce que finalement, on n'est pas rentré dans un monde où il y a une telle pression du politique sur l'économique? On l'a bien vu avec la Fed qui a quasiment changé de mandat. La Fed qui avant nous disait que sa seule préoccupation c'était l'inflation, puis c'est devenu l'inflation et la croissance économique. Maintenant, elle nous a dit clairement cet été que l'important c'était l'emploi. Voilà, ça c'est quand même une grande nouveauté. Et donc, bien entendu, ce n'est pas la Fed qui a inventé ça toute seule, c'est tout simplement qu'elle a pas mal de pression de la part du politique pour justement agir et réagir vite. De même, en Europe, la BCE, on voit bien, il y a eu également un changement de paradigme. Et donc, avec cette implication politique, économique, et si on rajoute à cela de nouveaux outils de lutte contre les crises, hein, taux d'intérêt négatif. Je vous rappelle que ça n'existait pas il y a quelques années. Est-ce que finalement, on n'est pas rentré dans une ère où dès qu'il y aura un problème, eh bien, tout de suite, on aura une force de rappel qui viendra se matérialiser assez vite. Alors, le assez, n'oublions pas hein, que lors de la crise Covid, il y a eu 2 mois de plongeon extrême de la bourse. 2 mois, ça nous a paru une éternité. Hein. Donc là, on fait les fanfarons, on dit oui, c'est rapide, mais quand on le vit au jour le jour, on sait que ça nous paraît très, très long. Donc, en fait, voilà, moi, la vraie interrogation, c'est est-ce qu'on peut avoir une vraie crise et un vrai changement de cycle, ou est-ce que finalement, on ne va pas osciller avec des cycles beaucoup plus courts, beaucoup moins intenses finalement, et avec des forces de rappel très, très rapides. Voyons ce qui s'est passé en 2021. On a commencé une année où c'était le grand retour de la value, les taux d'intérêt allaient monter, il y avait de l'inflation, c'était normal, tout était très clair.
Et puis, ce que l'on voit là depuis ce qui s'est passé cet été, c'est que les taux, ils ont baissé. La techno a rattrapé son retard. Et finalement, tout ça est dans un mouchoir de poche. Alors, le mouchoir est très sympathique, hein, puisque les performances sont entre 20 et 22% depuis le début de l'année. Mais il n'y a plus tellement d'écart. Et là, c'est une véritable interrogation. Alors, Alors, après, c'est intéressant ce que vous dites, David, mais ça pose quand même un problème, puisque quand vous posez la question, est-ce qu'une crise est encore possible? On va dire que depuis 2007, où celle-là, on l'a bien mangée, les gouvernements, en agissant avec les banques centrales, ont décidé d'injecter de l'argent pour ne plus laisser une crise aussi forte prendre autant d'ampleur et devenir quasiment incontrôlable. Et c'est ce qu'ils ont fait régulièrement. C'est ce qu'ils ont fait régulièrement. Et dès qu'une petite crise se pointait, même des crises qu'on a pu oublier comme 2018, hop, on faisait remonter la machine, ainsi de suite. Comme les crises sont courtes, on les oublie. Bon, celle du Covid, elle va être un peu dure à oublier, comme la crise bancaire. Mais si je vais dans votre sens, ça veut dire qu'on peut injecter toujours de l'argent, comme on ne rembourse pas tout l'argent qui est injecté et on voit bien que les déficits n'ont fait qu'augmenter et on n'a pas de période où on a une vraie baisse des déficits et une sorte de retour à la case départ. C'est un peu ce que disait Keynes. Hein. On n'est pas du tout dans un système keynésien où on envoie la sauce et ensuite on reprend la sauce et on redémarre. Pas du tout. Là, on est de plus en plus endetté. Donc, en suivant votre théorie, on aurait une capacité à gérer une économie avec une dette qui ne cesserait de gonfler et qui ne cesserait de monter. Et moi, j'y crois pas, ça. Alors, je pense que ça peut durer très longtemps, comme vous dites. C'est-à-dire, ça me fait penser à une phrase un peu drôle qui dit dans un supermarché, on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment ou à un autre, il faut passer par la caisse. Et j'ai envie de dire que là aussi, les gouvernements font ce qu'ils veulent, les politiques font ce qu'ils veulent. Il y a des théories, des économistes, enfin des gens extrêmement intelligents et des stratèges. Je ne veux pas les dévaloriser non plus, mais à un moment, il va falloir passer à la caisse. Et là, je ne sais pas qui passera à la caisse et comment on passera à la caisse, mais je ne vois pas un monde sans passer à la caisse. Ah oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, alors c'est vrai qu'on a tendance à raisonner sur un horizon plutôt court terme, moyen terme dans nos métiers, puisque le long terme est toujours très très loin. Donc, mais c'est vrai qu'à court terme, je ne vois pas encore ce passage à la caisse se matérialiser tout de suite. Voilà, donc c'est un petit peu le point que j'avais. En revanche, pour rebondir sur un point de votre édito, Bernard, le sujet des crypto-monnaies me préoccupe beaucoup plus. Tout simplement parce que je pense que les crypto-monnaies bénéficient très fortement de cet environnement à taux négatif. Il est vrai que lorsque vous détenez du cash à la banque et que ce cash à la banque vous rapporte zéro, voire dans certains établissements et dans certains pays seulement, vous coûte 0,50 par an, c'est sûr que vous avez envie de placer votre argent un peu, finalement, un peu n'importe où, un peu pour faire n'importe quoi, c'est pas très grave. L'essentiel étant de ne plus être en cash. Et je pense que quand on repassera en taux positif, parce que ça, j'y crois fermement, hein, je ne crois pas qu'on soit installé ad vitam aeternam en taux négatif. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va revoir des taux positifs. Alors attention, les taux positifs, ce ne sont pas les 10% par an des SICAV luxembourgeoises monétaires des années 80, hein, on est d'accord. Mais des taux positifs autour de 1%, ça pourrait tout à fait arriver et exister. Là, je pense que finalement, les actifs sans rendement, eux, vont souffrir. Et parmi eux, les premiers, les plus spéculatifs, ce sont bien entendu les crypto-monnaies. Ouais. Alors là, je partage aussi votre avis. Mais alors là, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, on a 2000 milliards dans les crypto-monnaies. Donc ça, c'est un chiffre que je suis allé chercher. Tant qu'on n'aura pas de crise, ce chiffre, il va monter. Donc imaginons qu'on monte 2200, 2500, 2600, 3000 milliards. À un moment, crise sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est un avis que vous semblez partager avec moi. Si l'actif est suffisamment large et qu'on est à 2500 ou 3000 milliards et qu'on a une vraie crise dessus, comment est-ce que celle-ci ne se transmettrait pas aux autres actifs? C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très très simple. Monsieur Dupont a des crypto-monnaies, il a un compte chez moi que je gère et il a des actifs chez vous. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il perd 80% sur ses crypto-monnaies. Il va avoir besoin d'actifs pour remplacer les gains que faisaient régulièrement ces crypto-monnaies.
il va venir en prendre chez vous ou chez moi. Nous allons vendre pour exécuter ces ordres et nous allons créer du désordre dans les autres actifs. Pas évident. Pas évident parce que j'ai envie de dire que pour le moment, quand on regarde le marché des cryptos au global, au global, il y a énormément, les grosses plus-values latentes sont justement, comme je viens de le dire, latentes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont acheté du Bitcoin quand ça valait 10 000, et puis bon, là maintenant ça vaut 50 000, ils n'y ont pas touché. Ils n'y ont pas touché non plus quand ça valait 60 000, ils n'ont pas touché quand c'est tombé à 30 000, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce montant de plus-value, j'ai envie de dire que pour le moment, il est virtuel. Les gens ne vivent pas avec. C'est juste un gain qui est mental. Et ce gain, il peut disparaître. C'est un petit peu lorsque vous êtes payé avec des stocks options et vous avez votre boîte qui marche très bien, puis tout d'un coup, la boîte, elle ne marche plus. Vos stocks options qui avaient une grosse valeur sur le papier, ça vaut zéro. Est-ce que pour autant, ça affecte immédiatement votre niveau de vie? Pas vraiment. Est-ce que vous vous jetez tout de suite pour compenser cela en allant chercher d'autres poches d'actifs dans votre patrimoine? Pas évident. Alors, en revanche, ce que je vois moi sur les cryptos, c'est que il y a quand même un cas. Donc, moi, je suis assez nerveux sur le sujet, mais je suis quand même assez isolé. Quoi, on est deux, Bernard. Mais visiblement trois peut-être avec Maël. Mais c'est vrai qu'autour de moi, je me sens un petit peu isolé parce qu'on me dit de toute manière qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, il y a une expansion industrielle, il y a des investisseurs historiques qui accumulent, et en tous les cas qui ne vendent pas, et il y a des ETF qui sont en préparation pour les acteurs institutionnels et donc qui vont générer de la demande supplémentaire. Et on sait bien que l'offre est contrainte. Alors effectivement, dans ce contexte-là, est-ce qu'une chute significative est possible? Alors, là aussi, pour nos auditeurs, il faut s'entendre quand on dit chute significative. N'oublions pas que cette année, donc, le Bitcoin est passé de 60 à 30 000. Donc, c'est quand même le prix a été divisé par deux. Voilà, ça peut paraître significatif. Donc, ça, ce genre de mouvement et de volatilité, oui, mais une vraie remise à zéro, c'est-à-dire un Bitcoin finalement qui retombe à 5 000, c'est difficilement envisageable malgré tout. Très bien. Alors, allez-y, Maël. Vous concluez en 1 minute, Maël, mais en 1 minute. Alors, je dirais que ce que je vois, c'est que dans toutes les allocations d'actifs où on me demande de mettre du Bitcoin, c'est 1% du patrimoine, ça représente moins de 1% du patrimoine du souscripteur. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, quand ça monte à 60, ils ne vendent pas, ou que ça descend à 30, ça ne les empêche pas de dormir. C'est parce que justement, c'est une part très peu significative de leur patrimoine. Et je pense que ça va rester comme ça pendant un moment. Le problème, c'est que si c'est 1% des quelques milliers de milliards d'épargne qui circulent dans le monde, on va arriver à beaucoup d'argent et on va faire gonfler. Et moi, ma grande crainte, et on va vraiment conclure là-dessus pour laisser la parole à Bruno Zarria, c'est que justement, il y ait un espèce de mouvement et que l'ensemble des acteurs de l'épargne aient 1 ou 2% en crypto-monnaie, mais 1 ou 2% de plusieurs milliers de milliards, donc on serait sur du trilliard, ça viendrait gonfler les actifs. Et là, quand il y aura une crise, il y aura une crise qui créera peut-être pas un appauvrissement dans un premier temps, mais qui créera une panique et qui viendra créer une crise sur le reste des actifs. C'est vraiment mon scénario. C'est passionnant, on est obligé d'arrêter là. C'est un sujet sur lequel on reviendra pendant l'année. C'est maintenant au tour de Bruno Zarria qui revient pour nous présenter sa société de gestion Ginger AM. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bernard. Alors, l'année dernière, vous étiez venu nous présenter Ginger AM. On aime, on recommence. Déjà, quoi de neuf chez Ginger AM? Y a-t-il du neuf? Comment les choses se passent et comment vous appréhendez cette nouvelle année scolaire, entre guillemets? Oui, merci Bernard. Écoutez, chez Ginger, les choses sont extrêmement similaires à celles de l'année dernière. On est toujours une équipe de 8 personnes. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes fondamentaux dans notre façon de travailler. On développe la même innovation qui nous a permis parfois de garder le cap à des moments très compliqués. Et on appréhende, je dirais, sereinement la fin de l'année chez Ginger parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on n'a pas de risque systémique en construction de notre point de vue, mais que surtout, on est face à des plans de relance qui continuent de se déployer, qui sont colossaux. C'est vrai que ce sont des montants, on a même du mal à les dire oralement tellement ils sont importants.
Et donc, du coup, ça devrait impacter très favorablement beaucoup de secteurs, que sont la construction, l'automobile, l'acier, beaucoup d'industriels, évidemment. Et donc, on pense que le mois d'octobre va être un mois très, très important parce que vous aurez les résultats de beaucoup d'entreprises qui viendront valider la globalité de l'année. En juillet, il y a eu beaucoup de résultats très, très satisfaisants et même très largement au-delà du satisfaisant. Et une entreprise comme Saint-Gobain, vous savez qu'on aime bien, a annoncé un bénéfice historique record. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises de ce type bénéficient des plans de relance, des plans de soutien. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est face à une conjoncture économique, aussi bien via la croissance que l'ensemble des chiffres économiques, extrêmement forte et solide. Alors, si j'ai bien compris et j'ai bien retenu la leçon de l'année dernière, Ginger, c'est un seul fonds, c'est une société de gestion, un seul fonds. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, c'est l'actualité. Alors, même s'il y a un fonds action qui a été créé pour des clients institutionnels, mais dans lequel on retrouve exactement les mêmes valeurs que dans l'autre fonds. Donc, quelque part, c'est la même stratégie, les mêmes valeurs. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et en fait, si vous voulez, nous, on considère chez Ginger que notre métier, c'est donner un prix à un actif aujourd'hui pour demain. Je pense que vos auditrices et vos auditeurs, quand ils vont acheter quelque chose, c'est parce qu'ils anticipent une hausse de ce prix pour demain. Et bien nous, c'est pareil, on va analyser des dossiers, des entreprises, des grandes valeurs notamment, et on va donner un prix aujourd'hui pour demain. Mais on a considéré chez Ginger que c'était insuffisant. Parce qu'aujourd'hui, on a deux jambes, une fondamentale qui est donc ce prix pour demain, et une qui est plus sur la lecture du risque. Quand on a commencé à intervenir avec vous l'année dernière, c'était quasiment au plus fort de la crise systémique en mars-avril de l'année dernière, où nous, on disait à nos clients, et donc on a partagé ça avec vous, que pour nous, certes, la peur était au maximum, mais que le risque réel n'était pas là parce qu'il y avait des solutions, comme les taux bas, comme les plans de relance et les plans de soutien. Et bien ça, nos outils nous permettent quelque part de garder le cap quand le fondamental à lui tout seul est compliqué. Parce que c'est vrai que pour un client, je mets à la place de vos clients, de vos auditrices, auditeurs, acheter le marché financier en mars 2020, alors qu'on vous dit que c'est la crise de 29, qu'il n'y a plus d'économie, que c'est la fin du monde, c'est un peu difficile sur le fondamental. Donc, il faut d'autres outils. Et bien, ces outils chez Ginger nous permettent de compléter notre lecture fondamentale. Alors, j'ai une question à vous poser. Ce n'est pas un piège, même si on pourrait le penser. Vous m'avez convaincu, j'ai du Ginger en portefeuille, mais comme vous êtes une valeur unique, je ne peux pas avoir d'autres fonds chez vous, je ne peux pas aller décaler. À votre avis, quel serait le fonds, sans citer le fonds bien sûr, mais juste en le décrivant, le fonds à posséder qui serait le plus complémentaire pour quelqu'un qui vous suivrait dans votre vision du marché européen, puisque en plus votre vision elle est uniquement européenne, donc dans votre vision du marché européen, dans votre croyance dans cette matrice, dans cette technicité, dans ce savoir-faire, quel est le second fonds qu'il faudrait avoir ou quels sont les deux, le second et le troisième fonds qu'il faudrait avoir pour compléter ça et être, comme je le disais dans mon édito, diversifié et décorrélé? Alors, c'est une excellente question. Je crois qu'aujourd'hui, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les valeurs qu'on a en portefeuille, quasiment personne ne les détient. Parce que c'est très difficile de garder des positions sur des Valeo, sur des Saint-Gobain quand c'est au plus difficile. Donc, on est très atypique de ce point de vue-là. Bon, nous, on est là pour essayer de gagner de l'argent pour nos clients. Donc, on est capable de tenir face à des vents contraires longtemps pour justement, sur la durée, gagner de l'argent. Je dirais qu'en complémentaire de nous, étant donné qu'aujourd'hui, on a beaucoup de valeurs dites cycliques et financières, il faudrait avoir des fonds qui ont plutôt de la croissance, mais ça, tout le monde en a beaucoup aujourd'hui. Tout le monde a beaucoup d'LVMH, tout le monde a beaucoup de L'Oréal, tout le monde a beaucoup de ces valeurs qui apportent beaucoup de visibilité, mais qui se payent très, très cher. Et c'est vrai que, vous voyez, je vais faire peut-être une petite… c'est pas une question piège, mais je vais répondre par une petite anecdote marrante. Moi, je m'occupe de conseiller ma mère. Elle n'a pas grand-chose, si ce n'est son contrat d'assurance avec ses liquidités dessus. Aujourd'hui, en fonds, à part le mien, elle a un autre fonds qui je peux citer parce que c'est pas trop l'aime, qui est un fonds de Varenne, parce que Varenne, de par leur gestion, exclut tout ce qui est cyclique et financière. Donc en fait, ils vont exclure par définition tout ce que nous on investit aujourd'hui. Donc c'est vrai que je suis très à l'aise et puis je connais un peu la gestion et je suis à l'aise avec ce qu'ils font. La difficulté, vous savez, c'est que aujourd'hui, on est dans un marché où tout semble marcher bien partout tout le temps. Et donc vous avez beaucoup d'acteurs qui ont toujours envie d'essayer de capter le vent là où il est, et qui ont du mal à être très contrariants parce que c'est très difficile, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc du coup, même des gens qui étaient comme nous parfois très cycliques financières, ils ont préféré les vendre et se mettre dans le vent plutôt que de garder. Et moi, j'ai cette vision un peu de l'extérieur qui me fait dire que je préfère avoir quelqu'un de très contrariant, donc je parle de Varenne parce que je sais que pour le coup, ils n'auront pas forcément les valeurs que j'ai moi. Et donc, c'est un bon complément. Et c'est vrai que sur la durée,
Quand je vais monter, ils vont peut-être baisser et inversement. Mais sur 10 ans, l'idée, c'est que vos clients, ils aient entre 5 et 7%, et c'est l'objectif de la décorrélation et de la diversification. Et quand vous dites que contre vents et marées, il y a un adage sur les marchés qui dit que on ne peut pas aller contre le marché et on ne peut pas avoir raison contre le marché. Comment vous intégrez cet adage en prenant des valeurs, je ne sais pas, une valeur, tiens, on va prendre deux valeurs. On va prendre Saint-Gobain, où vous avez eu tort pendant très longtemps, et puis vous avez eu raison, parce que Saint-Gobain, pendant très longtemps, a végété entre 28 et 35, et puis tout d'un coup, après la crise, il a pu remonter autour de 60, vous me corrigerez si je me trompe, mais on doit être à peu près là. Et une valeur sur laquelle vous êtes persuadé d'avoir raison, mais vous êtes loin d'avoir raison pour l'instant, c'est Valeo. Mais en attendant, ça tourne, comment on peut faire, et aussi de se dire qu'en face de vous, il y a vos concurrents avec les fonds de croissance et les choses comme ça, qui font aussi bien, sinon mieux que vous, juste en étant dans le vent. Alors, je vais vous répondre par deux choses qui me paraissent très importantes. La première, c'est quand j'ai commencé ce métier, la personne des ressources humaines m'avait dit « Qu'est-ce que c'est selon toi un bon gérant ?» Et la réponse souvent qui vient pour ça, c'est de dire un bon gérant, c'est un gérant qui a des bonnes performances régulièrement ou des bonnes performances tout court. Et évidemment qu'il faut des bonnes performances. Et moi, je lui ai dit, et Léonard le disait aussi, un bon gérant, c'est le gérant qui est capable de justifier chaque ligne qu'il a en portefeuille par rapport à une stratégie et par rapport à un objectif de prix. Donc en fait, si vous voulez, le marché financier, pour le dire à vos auditrices et auditeurs, à chaque instant, une personne va acheter une valeur, une personne va vendre une valeur. Ça veut dire qu'à chaque instant, une personne a tort, une personne a raison. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi elle a tort, pourquoi elle a raison. Et nous, on sait très bien qu'on ne peut pas être dans le vrai sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. L'objectif, c'est de construire un portefeuille qui pourra apporter régulièrement de la performance. Saint-Gobain n'a pas été un bon contributeur pendant 2 ans, et Saint-Gobain est le meilleur contributeur depuis 2 ans. Nous, on n'est pas capable de savoir quand le marché va se réveiller. Nous, on est capable d'identifier une inefficience et de dire, voilà, aujourd'hui, le prix de Saint-Gobain n'était pas normal depuis 2, 3 ou 4 ans parce que l'entreprise était fortement restructurée. Il y avait une vraie logique managériale qui était mise en place par rapport à des métiers qui étaient extrêmement rentables et qui étaient cédés sur les moins rentables. Donc, vraiment, il y avait une logique que nous, on voyait, qui nous paraissait attractive. Après, par rapport au fait, à l'adage dont vous parlez, c'est que nous, quand on a une valeur qui a un écart par rapport à son secteur de plus de 10%, on réétudie le dossier pour voir si on ne s'est pas trompé. Parce qu'on peut commettre des erreurs, évidemment. Il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas être dogmatique. Mais sauf qu'on est sur des marchés qui sont assez atypiques et qui aujourd'hui, qui ont notamment en Europe, qui ont été beaucoup délaissés. C'est-à-dire que je crois pas beaucoup me tromper en disant ça. Pour vous donner un petit repère à vos auditrices et vos auditeurs, les volumes hebdomadaires sur le CAC sont égaux aux volumes quotidiens sur Apple. Donc, ça vous montre bien le décalage qu'il y a en termes de profondeur de marché entre la France, l'Europe et les États-Unis. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'on doit accepter d'avoir des dossiers qu'on va détenir pendant 2-3 ans et qu'on devra renforcer en plus sur les périodes de baisse, mais qui feront leur parcours boursier sur 12 et 18 mois. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui se tournent vers le private equity et quelque part, moi, je crois que c'est une classe d'actifs intéressante, même si ce n'est pas un consensus particulier parce qu'il n'y a pas forcément la liquidité. Mais si on se mettait sur des valeurs comme Valeo, Saint-Gobain ou d'autres, type private equity sans valeur liquidative, on serait très content sur 5 ou 6 ans d'avoir entre 10 et 12% par an. Sauf que c'est vrai que pour le timing, c'est plus compliqué. Et quant à Valeo, nous, on a bien conscience qu'aujourd'hui, sur une entreprise comme ça, vous avez aussi une pression vendeuse parce que d'abord, les volumes quotidiens sont très, très faibles, vraiment très, très faibles. C'est assez incroyable. L'entreprise, je crois qu'elle fait 7 ou 8 milliards de capi. On a des volumes parfois de 5 à 10 millions d'euros dans la journée. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas beaucoup. Donc, c'est facile pour des gens qui veulent spiler ou shorter de jouer sur le titre, ce qui veut dire qu'on prend 30% très, très vite aussi. Donc, ça, c'est un facteur important. Et en fait, les gens ont aussi peur de Valeo parce que vous avez beaucoup de, pas des rumeurs, mais il y a l'environnement lié aux puces et au manque de puces qui impacte pour beaucoup d'acteurs ce type de valeur. Et aujourd'hui, nous, on considère que le prix est suffisamment attractif et les perspectives suffisamment intéressantes pour être un actionnaire de Valeo. Nous, on est là dans comme vous parlez de diversification des fonds, nous, on a diversifié nos valeurs puisqu'on a 26 titres. Donc, moi, quand je parle d'une ou deux valeurs, c'est une parmi 26. Donc, Valeo peut très bien ne rien faire pendant 2 ans. Vous voyez, par exemple, Valeo, cette année, doit être à moins 10 et ça n'empêche pas le fonds globalement d'avoir des performances quasiment au-dessus de toutes ces catégories. Donc, ça veut dire que le vivier de performance pour demain est présent
Et ça veut dire qu'on a d'autres relais dans le portefeuille qui permettent de faire cette performance. Nous, on est là pour donner un prix aujourd'hui pour demain, pour identifier le risque et pour guider vos clients dans est-ce qu'il y a un risque pour demain ou pas. Et le reste, après, on essaie de faire la meilleure performance et peut-être que Valeo sera la grande surprise de la fin de l'année. Voilà. Alors, une dernière question et une réponse en 30 secondes. Et Oui. après, ce sera au tour de David et de son point marché. Avec ce que vous nous dites et le parallèle que vous avez fait avec Apple et la profondeur du marché d'Apple aussi importante que celle du CAC, le fonds complémentaire à votre fonds, ce ne serait pas un fonds de croissance américain? Point d'interrogation. Alors, c'est une bonne question. Vous ne m'avez pas dit sur l'Europe, donc du coup, je t'ai resté sur l'Europe, même si aujourd'hui, un fonds comme Varenne est très diversifié. Et de mémoire, un fonds comme Varenne Valeur, je crois, à 55 ou 56% d'actions sur les États-Unis. Donc, et comme ils sont beaucoup sur de la croissance là-bas, quelque part, ça resterait ce bon complément. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le marché européen a beaucoup de retard par rapport au marché américain. Ça s'explique parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de défiance politique ou géopolitique. On parlait du Brexit, on parlait de la façon de gérer la pandémie, etc., etc. Et puis le fait d'avoir les élections en France, les élections en Angleterre avec Johnson, les élections en Allemagne aussi, qui sont plutôt rassurantes d'ailleurs, même très rassurantes de ce point de vue-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'Europe retrouve un intérêt, retrouve un attrait. Et c'est vrai que je crois que le retard sur les valorisations européennes est plus important que sur les valeurs américaines. C'est vrai sur quasiment tout. Une banque américaine se paye plus cher qu'une banque européenne et pourtant aujourd'hui les fondamentaux sont pratiquement les mêmes, si ce n'est les taux un peu plus élevés aux États-Unis, c'est vrai, mais néanmoins aujourd'hui je pense que l'Europe, pour moi en tout cas, a mes faveurs. Et si j'étais un client, je surpondérerais évidemment l'Europe versus États-Unis ou émergents. Très bien. Merci beaucoup, Bruno. Merci Bernard. Passez une bonne fin de journée. Allez, au revoir. Bonne Bruno. soirée. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de David Calfon avec son célèbre point marché. David, c'est à vous. Merci de me redonner l'antenne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me joins à Bernard pour dire à quel point c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la saison 2 de Parlons Patrimoine. Alors, on va en profiter pour faire un petit point, puisqu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, on va en profiter pour faire un petit point de ce qui s'est passé cet été. Globalement, à l'exception notable de la Chine, l'été a été globalement bon pour les marchés. Alors, vous savez que l'été, c'est pourtant la période que tous les gérants de portefeuille redoutent. Tout le monde se dit, avant de partir en vacances, faisons du cash pour passer des vacances tranquilles. On se souvient de certains étés cuisants, comme l'été 2015, où on avait eu véritablement un crack initié par la Chine et les variations de marché sur ce pays. Eh bien là, cette année, ça n'a pas du tout été le cas. Pourtant, les sujets d'inquiétude étaient nombreux. Alors, il y a eu une exception notable. Eh bien, c'est la Chine. Effectivement, le cas de la Chine, il est très particulier et il mérite qu'on s'y attarde un moment, puisque l'emprise du gouvernement sur les entreprises est de plus en plus visible et prégnante. Le président chinois est en train visiblement d'étudier un plan de régulation et de redistribution des revenus qui pourrait bien affecter la consommation des ménages les plus aisés et donc réduire leur pouvoir d'achat sur le secteur du luxe. Alors ça a pesé fortement sur les valeurs du luxe et plus globalement sur le marché chinois. Il ne faut pas oublier qu'un peu plus tôt dans l'été, ce même gouvernement avait mis à mal le secteur de l'éducation privée, vous savez, les cours à domicile, les équivalents des Academia et autres, en indiquant que ces sociétés gagnaient trop d'argent. Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement s'était également attaqué au secteur des jeux en ligne en expliquant que c'était un véritable poison, une drogue avilissante pour la jeune génération chinoise. Alors si on commence à éliminer les secteurs les uns après les autres, l'éducation, le luxe, les jeux en ligne et donc l'Internet, autant dire qu'à ce rythme, on va finir par se poser une véritable question. Est-ce que la Chine est toujours un marché boursier sur lequel on peut investir? Je pèse mes mots, c'est une vraie question. Alors bien entendu, la réponse immédiate est de balayer tout ça en disant oui, mais enfin, la Chine, c'est tellement important comme zone économique, etc., qu'il faut être investi sur la Chine. Mais je dirais, c'est un peu, je ferai le parallèle avec la Russie, où pour un oui, pour un non, vous pouvez vous faire exproprier. Est-ce que véritablement ça devient une zone où vous avez envie d'être actionnaire? Peut-être pas.
Voilà, donc ça, c'est véritablement un point à regarder, notamment dans toutes les allocations pour cette année, revoir un petit peu ce qu'on a sur les marchés émergents et se réinterroger sur la Chine parce qu'on a un risque politique qui s'est vraiment matérialisé et qui a vraiment changé de nature. Alors, si on revient du côté des marchés développés, quand je vous disais que l'été a globalement été bon, à la clôture de vendredi, les actions internationales sont en hausse de 22%. Le S&P 500, le Nasdaq, l'Eurostoxx 50 se tiennent tous dans un mouchoir de poche entre 20% et 22%. Donc, vous voyez qu'on est effectivement dans une année qui est du ressort de l'exceptionnel. Alors, du côté des États-Unis, Jérôme Powell a fait comprendre aux investisseurs qu'il n'y aurait pas de durcissement monétaire rapide. Et pourtant, la ligne de crête était étroite. La Fed a fait de l'amélioration du marché de l'emploi une priorité, on en parlait tout à l'heure, et le dernier chiffre de l'emploi américain publié vendredi a véritablement jeté un froid, avec 235 000 créations d'emplois pour le mois d'août contre 750 000 attendus. Alors, afin de finir de nous rendre totalement schizophrènes, dans ce rapport de l'emploi, en même temps, on nous disait que le salaire horaire avait progressé et qu'il y avait des signes de tension salariale. Et on sait bien que la tension salariale, ce sont les prémices de l'inflation. Qui dit inflation, donc dit durcissement monétaire, etc. Donc un rapport de l'emploi où véritablement on n'y comprenait plus rien. Mais visiblement, ce qui est clair, c'est que les tensions du marché du travail américain sont très localisées sur certains secteurs et il est clair que de nombreux Américains ne sont pas revenus encore sur le marché du travail. Alors, ce qui veut dire que la Fed n'agira pas trop vite. Pour autant, elle agira. Ne nous y trompons pas. Le prochain mouvement de la Fed sera bien de retirer des liquidités et non d'en rajouter. Alors, ce jeudi, on va faire un petit peu de prospective, ce jeudi, tous les yeux vont se tourner vers la BCE, la Banque centrale européenne, qui, elle aussi, devra donner des indications quant à la fin de son programme d'assouplissement monétaire. Alors, les taux à 10 ans allemands ne s'y trompent pas. Hein, ils ont déjà grimpé de 0,14% ces 2 dernières semaines. Alors, ça peut paraître epsilonien, mais quand on a des taux qui tournent autour de 0, une hausse de 0,14%, ça se voit. Si on regarde un petit peu les données qu'a la Banque centrale sur son bureau pour prendre ses décisions, on a une production européenne qui est au niveau d'avant-crise sanitaire. On a une inflation globale au mois d'août qui s'est affichée à 3%. On a 60% de la population totalement vaccinée en zone euro. Donc, il y a véritablement de quoi retirer des liquidités. Alors, attention malgré tout, on est dans une Europe qui est encore une fois à 2 vitesses. Si l'Europe du Nord est plutôt en forme avec une inflation cœur à plus de 2%, l'Europe du Sud et l'Irlande sont très en dessous. On n'oublie pas que la BCE doit mener une politique monétaire pour toute la zone euro, ce qui me fait dire que la remontée sera là très progressive. Alors maintenant, on attend jeudi et on regardera si effectivement Madame Lagarde est aussi douée que Jérôme Powell pour arriver à s'engager sur la voie de la remontée du durcissement monétaire sans effrayer pour autant les marchés. Alors je ne sais pas si ça vous inspire. Beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant que Maël et moi réagissions sur vos propos et échangeons avec vous, on a une surprise de dernière minute. C'est une jeune artiste française, Clara Imbert, qui s'est installée à Lisbonne il y a quelques temps et qui va lancer une très grande exposition à Lisbonne de son art, le montrant. Et la première est, je crois, jeudi, mais elle va mieux nous en parler que moi. Clara, il faut que vous mettiez votre micro. Vous devez. Bon. Voilà, là vous avez votre micro. On vous entend, Clara. On vous entend parfaitement. Alors, expliquez-nous. Donc, jeune artiste française, quel est votre art? Quelle est votre spécialité? Alors, je travaille principalement la sculpture et la photographie. Et ça fait donc 4 ans que je suis installée à Lisbonne. Et ce jeudi a lieu le vernissage de ma première exposition individuelle. Donc, c'est un projet important et excitant à la galerie Foco. D'accord. Elle est où cette galerie? Qui est à Intendent, Rua Antero Cantal. C'est un nouvel espace qui a ouvert au mois d'avril, qui est assez grand, sur 2 étages. Donc, c'est un projet important. Et c'est une galerie qui est tenue par un expatrié français, Benjamin Gontier, mais qui travaille à Lisbonne depuis un bon moment aussi, avec des artistes à la fois portugais, internationaux
et français. Et alors, vous allez être toute seule dans cette grande galerie? Il n'y aura que vos Je œuvres? vais être seule, oui. Donc, c'est un projet qui a été de longue haleine, enfin, en même temps à la fois assez court, mais qui a été difficile parce qu'il a beaucoup de pièces et c'est la première fois que je produis autant de pièces en si peu de temps. Donc oui, je suis seule et on a pensé toute l'exposition ensemble avec le galeriste. Alors, on va publier ça sur le site de la radio, mais pour aider nos auditeurs, donc, qui peuvent vous trouver bien sûr sur Internet, Galerie Foco, c'est F-O-C-O? Exactement. Bon, alors c'est très très simple. Donc, on tape Galerie Foco, Galerie Foco Foco, et F-O-C-O à Lisbonne, et on trouve tout de suite. Et donc, cette exposition, elle a lieu quand? Jeudi. Elle commence, donc le vernissage a lieu ce jeudi, de 15h à 21h, jeudi 9, mais l'exposition durera jusqu'au 23 octobre. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas être là jeudi, il y a encore un mois et demi pour voir l'exposition. Ok, alors quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit des photos, des sculptures, vous travaillez sur tout ce qui touche à la vision, vous m'avez dit des appareils d'optique, des choses comme ça peut être des sextants. Et comment est-ce que cela vous inspire? Comment est venu ce chemin d'inspiration? C'est quand même particulier. Mais je pense qu'il y a un côté un petit peu, j'ai pas envie de dire, mais presque régressif qui touche à l'enfance aussi, à ces objets de mécanique qui sont quand même ancrés, je pense, dans la psychologie un petit peu universelle. Et il y a vraiment ce côté un peu magique aussi d'inspiration de Léonard de Vinci, ou ce côté vraiment qui ont à la fois, c'est des objets mystérieux en fait. Et je pense que c'est lié en même temps à l'enfance et en même temps à je sais pas, j'ai une passion pour tous les objets de mécanique, de construction. Je trouve qu'il y a des formes qui sont très très intéressantes et j'aime bien justement user de ces formes, mais en changeant, disons, leur objectif premier. Donc, et ça a toujours été votre ligne artistique ou ça a été une évolution et ça a vous commencé avez par la petit à petit photographie. construit? Oui, pardon, ça a commencé par la photographie, en fait, donc c'était principalement 2D. Et ensuite, ça a vraiment commencé quand je me suis intéressée au principe de l'appareil photo. Et donc, j'ai un peu retracé l'histoire de l'appareil photo et de la caméra, en passant par la caméra obscura, en passant par le miroir, et en fait, en récupérant tous les éléments de l'appareil photo, qui sont donc le miroir, les lentilles, le métal qui est venu après, évidemment. Et donc, en fait, c'est passé par là. Et donc, il y a la vitesse, il y a l'obturateur. Donc, je pense que ça a vraiment commencé de la machine qui est l'appareil photo, en fait. Et ensuite, ça a déroulé sur toutes les autres machines, à la fois scientifiques et de mesure. Très bien. Alors, on répète rapidement. Donc, Galerie Foco, F-O-C-O à Lisbonne. Et c'est ce jeudi, à partir de 15h jusqu'à 21h pour le vernissage. C'est ça? Exactement, c'est voilà. bien ça. Clara, on vous souhaite bonne chance. On fera une Merci. émission spéciale art et spéciale vin, probablement fin décembre. On vous recevra avec plaisir. Et si vous avez des nouvelles ou des messages à faire passer, n'hésitez pas à nous solliciter. Génial, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et maintenant, on revient donc à un débat rapide sur les propos de David. Maëlle, une réaction sur les propos de David? Je dirais que c'est déjà une bonne nouvelle, hein, ce que nous a dit David. On a passé un été tranquille. Pour le coup, pour revenir à notre discussion précédente, avant, quand j'étais plus jeune, nous avions des cycles tous les 8 ans. Et tous les étés, tout le monde avait peur du mois d'août. On vendait tout avant de partir en vacances. Et ben, vous voyez, encore une fois, cette année, c'est particulier. On n'a pas à vendre. Je suis un peu d'accord avec David en disant que les banques, elles ont un peu changé leur fusil d'épaule et qu'elles alimentent. Les États-Unis, ils ont commencé un petit peu à lever le pied, mais on voit que ça n'a pas tant d'effet que ça. Hein. Ça a un petit peu chahuté pendant une semaine ou deux. Reste à savoir jeudi ce qui va se passer au niveau de la BCE. Mais je ne suis pas financier, mais je vois pas grand-chose arriver, en tout cas dans les semaines à venir. Alors moi, j'ai envie de vous dire, Maëlle, vous ne voyez pas grand-chose arriver, mais les Chinois, on ne les voit jamais arriver. Et donc, c'est comme ça, par cette boutade, que je vais rebondir sur les propos de David. Oui, moi aussi, il me fait peur, ils me font peur, et on sent qu'ils manipulent l'économie, on sent qu'ils décident où ils font aller la machine. Et comme la Chine n'est pas une démocratie et que les contre-pouvoirs sont extrêmement faibles, si ce n'est existants, ils arrivent à manœuvrer ce paquebot qui est devenu gigantesque maintenant
comme nous, on pourrait manœuvrer uniquement un zodiaque. Voilà, il décide, il fait, il envoie des messages. Le message envoyé, les entrepreneurs, les patrons ont une semaine pour le comprendre et se mettre au garde à vous. Et s'ils ne se mettent pas au garde à vous, eh ben, on va plus loin, on va plus fort. L'épisode en début d'été, je crois en juin ou en juillet, avec le patron d'Alibaba, où il a carrément disparu, c'était quelque chose qu'on n'avait plus revu depuis les ères soviétiques, où hop, du jour au lendemain, il y en a un qu'on ne voyait plus, disparu. Quand on demandait où il était, on disait, on ne sait même pas de qui vous parlez. Et voilà. Donc, et ça me fait peur. Donc là, David, j'aimerais bien que vous développiez en une minute à quoi vous pensiez exactement sur ces mouvements chinois et surtout à quelle répercussion que ça pourrait avoir, quoi. Et il y a quelque chose qui m'avait fait un peu peur avec les Russes, mais c'est très vite passé quand Poutine a dit à partir de maintenant, pour avoir la qualification champagne, il faut être produit en Russie selon notre tradition, nous appelons champagne. Et nos champagnes de France, de la région Champagne, ne peuvent plus s'appeler champagne. On a vu LVMH avec Bernard Arnault tenter un tout petit bras de fer et puis reculer en se disant, bon, les Russes ont l'habitude de la désobéissance et ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent. On mettra qu'on n'est pas du champagne et ils nous achèteront quand même parce qu'ils savent qu'on est champagne. Ça n'aurait pas été la même histoire avec les Chinois. Ça n'aurait vraiment pas été la même histoire avec les Chinois. Allez, c'est à vous, David. Non, Bernard, je vais juste faire une analogie beaucoup plus proche de chez nous avec un dossier qui s'appelle Carrefour. Et Carrefour s'est fait approcher par le Canadien Couche-Tard en vue d'une opération de rapprochement. Et le ministre de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire, est intervenu en disant « Non, 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 il n'en est pas question, je me mêle du dossier personnellement, il n'y aura pas de fusion, etc. » On n'en a plus entendu parler et quelques mois plus tard, nous avons vu cet été la sortie de l'actionnaire historique de Carrefour, Bernard Arnault, qui a liquidé totalement sa position en sous-entendant que si le gouvernement allait commencer à se mêler des affaires de la société, lui, en tant qu'agent économique et investisseur, il n'avait plus rien à faire là-dedans. Je me demande tout simplement si, en Chine, il ne faut pas avoir la même attitude. Alors, je pense qu'il y a certainement des choses qui seraient... il faut certainement être plus nuancé que cela. Mais, et probablement regarder là où regarde le gouvernement. Donc effectivement, on freine sur les jeux en ligne, on freine sur le luxe, on freine sur l'éducation complémentaire, mais en revanche, on accélère beaucoup sur la transition écologique. Donc peut-être que maintenant, en Chine, il ne faut plus acheter un fonds chinois dans l'ensemble, mais peut-être qu'il faut devenir beaucoup plus spécifique et aller choisir les quelques sociétés qui ont le vent en poupe, qui ont la cote pour le gouvernement. La seule chose qui me dérange, c'est qu'on l'a vu, le gouvernement peut changer d'avis de manière totalement imprévisible et extrêmement rapidement. Donc pour moi, ça met une prime de risque sur le marché chinois qui est beaucoup plus élevée. Ça veut dire que le marché chinois, il mérite une décote et qu'il faut être beaucoup plus exigeant sur les valorisations, beaucoup plus exigeant sur ce qu'on va acheter là-bas et ce qu'on va chercher là-bas. Et j'ai envie de dire, si au lieu d'aller en Chine, on peut faire un petit tour pour se diversifier vers le Japon, vers la Corée du Sud, etc., pourquoi pas. C'est pas vraiment nouveau, hein, si je peux me permettre, c'est pas vraiment nouveau, non? La Chine et la Russie, c'est pas des pays en général où on investit beaucoup, parce que justement, c'est incontrôlé et incontrôlable. La Chine, elle change quand même. Ça va devenir le premier acteur économique mondial. Oui, ça fait 20 ans que ça monte. Oui, mais on avait bon espoir sur la Chine en disant ça y est, il y a une économie intérieure qui va se développer, c'est pas qu'un exportateur, etc. Ça devient un marché merveilleux, etc. Bon, finalement, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes risques et que le marché n'a pas encore totalement émergé. Alors, c'est maintenant au tour du point juridique. Alors, le point juridique, il est construit par Maël Toledano et Julien Milinkiewicz de Wellins SA, qui, avec un invité ou une invitée professionnelle, vont débattre sur un sujet. Pour cette émission, ils ont choisi Maître Marine Dupas. C'est bon, Julien, c'est réglé? Pour cette émission, ils ont choisi Marine Dupas, associée au cabinet. Et alors, on va s'arrêter une seconde.
y a quelqu'un qui a laissé tourner un deuxième appareil et donc on a du Larsen. Non, c'est l'iPad de Julien qui fait tout le temps ça. Ok, ça y est, c'est fini. Voilà. Donc, l'invité de cette émission, ça sera Maître Marine Dupas, associée au cabinet Arcoud. Et ensemble, ils aborderont un sujet très intéressant, les mythes et les réalités de l'immobilier lors d'une expatriation. Maître, c'est à vous, ou Maël, c'est à vous. Allez, je me permets, moi déjà, Marine, je me permets de commencer. Également, moi aussi, tout comme David, je voulais faire part de mon enthousiasme. J'associe mon acolyte Julien dans le fait de repartir pour une saison 2. Donc, cette deuxième saison va essayer de se diversifier dans les différents points juridiques. Et donc, on va essayer de convier des invités prestigieux et reconnus dans leur domaine. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve cette première émission. On invite Marine Dupas, donc, qui est avocat associé chez Arcoud, qui est prestigieuse et talentueuse. Et donc, le premier sujet du jour, justement, c'est l'immobilier et l'expatriation. Donc, l'expatriation, c'est un peu rentré dans les mœurs aujourd'hui. On est sollicité, Marine, Julien et moi-même, très régulièrement pour des clients qui souhaitent se délocaliser. Et la question qui revient à chaque fois sur la table, c'est que faire de mon immobilier? Et particulièrement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque Marine est avocate fiscaliste en France, que faire de mon immobilier français? Du coup, est-ce que je vais vendre mes biens immobiliers? Est-ce que je vais les mettre en location? Est-ce que je vais conserver ma résidence secondaire? Quels sont les impacts en matière de fiscalité, aussi bien en France que dans les autres pays? On va essayer de vous aider à y répondre. Et donc, je passe la parole à mon collègue Julien. Déjà, bonjour Bernard, bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit Maël, les Français qui s'expatrient désormais, en tout cas, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Et ce qu'on sait également, c'est que les Français sont très, très attachés à l'immobilier, que ce soit sur leur résidence principale ou pour de l'investissement immobilier locatif. Et ce qu'on dit souvent à nos clients également, c'est que lorsqu'ils partent hors de France, il ne suffit pas de passer 183 jours hors de France pour être considérés comme résidents fiscaux hors de l'Hexagone. Pour être résident fiscal français, sans rentrer dans les détails, il y a un certain nombre de critères à ne plus respecter, qui sont des critères alternatifs et non pas cumulatifs. C'est le foyer, le lieu de séjour principal, c'est le lieu d'exercice de l'activité économique, professionnelle. Et effectivement, le risque pour notre clientèle mobile, c'est que l'immobilier français soit un fort lien de rattachement avec la France et puisse entraîner une requalification. Donc, Marine, j'aurais voulu avoir votre avis lorsque vous rencontrez avec vos collègues d'Arcoud un client en phase d'expatriation et qui a de l'immobilier en France et qui s'en va par exemple au Portugal. Comment vous appréhendez ce paradigme? Merci beaucoup. Bonjour Bernard, bonjour à tous et merci de m'avoir convié à cette émission. Effectivement, notre cabinet accompagne régulièrement les Français qui sont candidats à l'expatriation et cette question de l'immobilier revient très fréquemment. Ce que vous disiez, Julien, c'est extrêmement pertinent. La résidence fiscale dépend malheureusement de tout un faisceau d'indices qui va inclure l'immobilier et ce faisceau d'indices est bien plus large que le mythe des 183 jours passés hors de France. Donc, il faut se méfier des généralités et souvent, les recommandations qu'on va faire pour un contribuable en particulier ne seront pas les mêmes pour le voisin. On a beaucoup de clients qui viennent nous dire qu'ils ont des amis à qui on a confirmé qu'ils pouvaient garder leur immobilier en toute sécurité en France et malheureusement, on est obligé de leur dire que dans leur cas particulier, les recommandations seront différentes. Alors, pour vous donner un peu une illustration assez concrète, par exemple, si on imagine la situation d'un couple de retraités français qui a une résidence principale en France qui est valorisée à 800 000 €, que cette résidence principale, ça constitue la majeure partie du patrimoine du couple et qui veulent aller prendre leur retraite au Portugal tout en restant locataires au Portugal et en conservant leur résidence française qui bascule du coup en résidence secondaire. Du point de vue purement fiscal, on va leur dire que c'est une situation qui risque de ne pas fonctionner, c'est-à-dire que malgré un déménagement et malgré le fait qu'ils peuvent passer plus de 183 jours au Portugal, concrètement, ils sont à risque de rester fiscalement résidents fiscaux de France.
Alors qu'un couple d'actifs avec des enfants mineurs qui ont le même type de résidence principale en France, valorisée à 800 000 euros, même si ça constitue le gros de leur patrimoine, s'ils partent parce que l'un des deux membres du couple est amené à travailler dans une entreprise au Portugal, que les enfants mineurs sont scolarisés localement, la recommandation est différente et dans beaucoup de cas, ils pourront garder leur bien immobilier en France. Donc, on voit que tout dépend en fait de la situation factuelle de chaque contribuable. Alors, donc, si j'ai bien compris, la recommandation, Marine, ça peut être éventuellement de vendre les biens immobiliers quand même parfois. Parfois, de dire pour couper le lien de rattachement, c'est de vendre. Et en plus, permettre de réaliser la plus-value ou autre. Mais là, vous recommanderiez de vendre avant ou après le départ? Ou là également, il y a une appréciation personnelle au cas par cas à faire? Alors, juste déjà pour avoir peut-être une grille de lecture, pour savoir quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il ne faut pas vendre, on garde en tête, si on conserve un bien immobilier à sa disposition permanente en France, on tombe immédiatement, même quand on s'expatrie dans un pays qui a une convention fiscale pour éliminer les doubles impositions qui est en vigueur avec la France, comme c'est le cas du Portugal typiquement, si on garde une disposition à la disposition permanente d'un bien immobilier qui est situé en France, et donc on en a un aussi au Portugal, pour déterminer la résidence fiscale du contribuable, on est obligé d'aller peser le centre de ses intérêts vitaux. Les centres des intérêts vitaux, c'est une sorte de fourre-tout, d'enveloppe, de balance, où on va peser à la fois les liens familiaux, où se trouve l'épouse, où se trouvent les enfants, les critères économiques, où est la source des revenus, où se situe le patrimoine principalement, et puis tout un tas d'autres critères. Est-ce que vous êtes abonné à des clubs, où est-ce que vous votez, où est-ce que vous avez votre permis de conduire, etc. Cette balance-là, elle est dure à faire. Et dans beaucoup de cas, on va éviter justement d'arriver à cette balance. Et le plus simple pour éviter d'arriver à cette balance, c'est de ne pas avoir la libre disposition d'un bien immobilier dans le pays qu'on quitte. Donc, dans ces cas-là, deux possibilités. Soit on met en vente, soit on loue. Quand on loue, on n'a plus la libre disposition du bien immobilier, donc ça peut résoudre le problème. La seule difficulté, c'est qu'il y a plein de cas où on n'a pas qu'un seul bien immobilier, on a souvent la petite bicoque à laquelle on ne pense pas qu'on a hérité. C'est mon épouse, elle en a hérité de ses parents, il y a une petite maison en Bourgogne, elle n'est jamais louée. Ça va constituer, même si ça ne vaut rien, ça va constituer potentiellement une habitation à la libre disposition, qui fait que dans ces cas-là, louer ne va pas suffire, louer l'habitation principale à côté ne va pas suffire, voire même va empirer les choses parce que ça va créer en plus des revenus fonciers de source française. Donc, effectivement, malheureusement, dans un certain nombre de cas, la recommandation, c'est de vendre. Et dans ces cas-là, alors, d'une manière générale, il vaut mieux vendre avant de partir. Pourquoi? Deux choses. Sauf à ce que le bien immobilier soit détenu depuis plus de 30 ans, auquel cas, du point de vue fiscal français, on peut le vendre sans payer de plus-value. Mais bon, dans beaucoup de cas, il est détenu depuis moins de 30 ans. Et donc, dans ces cas-là, si on le vend avant de partir en France et qu'on le vend en qualité de résidence principale, on peut bénéficier de l'exonération totale sur les plus-values qui s'applique pour la résidence principale. Pour ça, il faut remplir un certain nombre de critères. Il faut mettre en vente au moment où c'est la résidence principale. Donc, en fait, il faut quand même donner un mandat à une agence immobilière avant de partir. Une fois que vous êtes parti et que vous êtes résident à Lisbonne, si vous mettez en vente, vous ne mettez pas en vente votre résidence principale parce que vous n'avez plus votre résidence principale à ce moment-là. Donc, il faut donner le mandat avant de partir. Après, on a jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit pour réaliser la vente. Donc, en revanche, l'acte définitif de vente, il peut se faire à un moment où on n'habite plus en France, à partir du moment où on avait donné mandat avant de partir. Et entre-temps, il ne faut pas avoir mis en location ou avoir laissé à la disposition gratuite d'un ami ou d'un membre de la famille. J'insiste là-dessus parce qu'on a beaucoup de candidats à l'expatriation qui se disent bon, bah, on va mettre en vente avant de partir, mais il y a notre fille étudiante, elle va avoir besoin de l'appartement pendant 6 mois et puis après on dira à l'agence de vendre. Ce n'est pas une bonne idée malheureusement de laisser la libre disposition de l'appartement à un membre de la famille parce que du coup ça risque de priver de l'exonération totale sur la plus-value. Et pour la résidence secondaire, si je m'expatrie par exemple au Portugal et que je conserve un pied-à-terre parisien, je décide de le vendre ultérieurement, quand bien même je suis résident fiscal portugais, peu importe le statut, est-ce que je suis quand même imposable sur ma vente et sur la plus-value
de ma résidence secondaire en France? Alors oui, c'est pas parce qu'on est devenu non-résident fiscal de France qu'on paye plus d'impôts en France, ça malheureusement, ce serait trop facile. Donc on reste imposable en France sur sa plus-value. Les règles classiques, c'est qu'une plus-value immobilière, elle est imposable en France à l'impôt sur le revenu, ça c'est au taux de 19%. Aux prélèvements sociaux, c'est ce qu'on appelle la CSG, CRDS et puis les autres petites cotisations annexes qui forment aujourd'hui un taux de 17,2%. Donc déjà, les deux ensemble, il y a un taux global de 36,2%. Et en plus, quand on a des plus-values significatives supérieures à 50 000 euros, on a potentiellement une surtaxe jusqu'à 6% qui peut s'appliquer. Donc l'impôt, il est significatif, il est dû en France. Alors après, on a quand même les mêmes règles que celles pour les résidents qui s'appliquent, c'est-à-dire des abattements pour durée de détention. Plus on va détenir longtemps le bien, moins on va payer d'impôts. Et si on a détenu le bien pendant plus de 30 ans, on est complètement exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il y a une petite spécificité pour les gens qui s'expatrient dans l'Union européenne concernant les prélèvements sociaux. Si on devient résident d'un pays de l'Union européenne ou de la Suisse et qu'on cotise à un régime obligatoire localement, sur justificatif et dans certains cas, on peut bénéficier d'un taux réduit à 7,5% des prélèvements sociaux. C'est ceux qui étaient avant à 17,2% pour les personnes qui ne remplissent pas ces conditions. Donc ça, c'est important. Et j'ai encore un tout petit point à noter aussi, c'est si jamais vous vous expatriez dans un pays qui n'est pas un pays de l'Union européenne, globalement, mais ce qui est le cas désormais du Royaume-Uni, au moment où vous vendez votre bien immobilier en France, vous êtes dans l'obligation de passer par un représentant fiscal accrédité. Ce ne sont pas des avocats, ce sont des entreprises particulières qui prennent en général à peu près 1% du prix de vente pour leurs services et c'est eux qui vont remplir le formulaire fiscal calculant le montant de la plus-value qui est due. Ce qui est important également de noter, et ça on le voit très fréquemment, c'est que dans beaucoup de pays où vous allez vous expatrier, même si la plus-value immobilière elle est imposable en France, elle est également reportable, voire imposable dans votre pays d'accueil. Souvent, on va mettre le montant de la plus-value et on va déduire l'impôt payé en France. Du coup, il y a des grosses déconvenues pour certains contribuables qui détiennent typiquement de l'immobilier depuis plus de 30 ans, donc qui sont complètement exonérés en France, mais pas forcément dans leur pays d'accueil. Du coup, dans le pays d'accueil, ils vont avoir un crédit d'impôt égal à l'impôt français, c'est-à-dire égal à 0, et ils vont se retrouver à payer de l'impôt au moment où ils vont céder leur résidence secondaire. Ce qui milite encore une fois pour bien anticiper les choses et potentiellement vendre avant le départ même une résidence secondaire. Oui, d'accord. Donc la situation est vraiment parfois plus complexe qu'il n'y paraît et elle nécessite vraiment une analyse au cas par cas. Et dans l'hypothèse où on irait vers une vente des actifs immobiliers en France avant le départ, Maëlle, au niveau du réinvestissement du produit de cession, qu'est-ce que vous pourriez apporter dans le cadre, via votre activité, dans le cadre du contrat d'assurance vie à Luxembourg, compte tenu aussi des taux d'intérêt qui sont particulièrement bas pour un crédit immobilier? C'est vrai que ce qu'on fait régulièrement, c'est un peu technique, c'est qu'avant de vendre le bien, finalement, on le nantit auprès d'une banque. La banque vous prête des fonds que vous investissez dans le contrat d'assurance. Une fois délocalisé, vous vendez votre bien immobilier. Et quand vous vous délocalisez en dehors de l'espace économique européen, vous pouvez échapper aux prélèvements sociaux. Vous faites cette économie et vous avez déjà investi les fonds dans votre contrat d'assurance. Donc, c'est vrai qu'utiliser le levier et la dette bancaire, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup. Ce qu'on peut également envisager, c'est investir le produit de cession dans un contrat et à ce moment-là, utiliser le système de crédit à la française via un crédit Lombard, ça s'appelle, puisque les banques françaises prêtent sur des très longues durées à des taux intéressants, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays. Et donc, nantir son contrat, apporter son contrat en garantie auprès d'une banque qui va vous prêter des fonds et avec ces fonds, vous pourrez faire l'acquisition de votre future résidence principale dans votre futur lieu de résidence. Ça, c'est des montages qui sont couramment utilisés. Et dans l'hypothèse… J'interviens juste une minute. Ce n'est pas des montages qui sont trop coûteux, ça, Maëlle? Non, généralement, ça coûte pas très, très cher, hein, puisque un crédit Lombard, aujourd'hui, on est aux alentours de 1% de taux de crédit auprès de banques françaises. La banque qui fait le crédit ne va pas exiger une hypothèque? Alors, au début, la banque, elle peut prendre une hypothèque. Ça dépend des banques. Franchement, ça dépend des banques. Les banques françaises, elles ont quand même l'habitude, elles prennent les actifs du contrat en garantie et du coup, elles ne demandent pas nécessairement une hypothèque. Elles ont déjà le contrat en garantie.
On peut partir du principe que si le contrat est géré en bon père de famille et qui réalise du 2 ou 3% de rendement, quand vous mettez ça en parallèle d'un coût de crédit à 1%, le client est toujours gagnant et surtout, ça lui permet d'utiliser un taux de crédit à la française sur une durée longue. Par exemple, les crédits au Luxembourg et en Suisse se font sur une durée de 12 mois renouvelable. Et donc, c'est du taux variable. En France, c'est vrai qu'on utilise plus du crédit taux fixe, qu'on connaît tous, sur des durées de 5 à 10 ans. Et donc, ça permet de bloquer un crédit de 5 à 10 ans. On a vu l'hypothèse où on cédait les biens immobiliers avant le départ, comme vous l'avez expliqué, Marine, et dans l'hypothèse où je conserve mon bien. Je décide de conserver mon bien immobilier en France, qu'il soit locatif ou même, comme je le disais, mon pied-à-terre. Quel est l'impact fiscal en France, quand bien même je n'y réside plus? Oui, c'est une question très pertinente. Alors, bien évidemment, de toute façon, vous continuez à payer les impôts locaux. La seule petite spécificité qu'on n'a peut-être pas toujours en tête, c'est que si vous avez un bien immobilier qui est laissé vacant pendant au moins 1 an, vous payez la taxe sur les logements vacants à la place de la taxe d'habitation. Et du coup, elle est due par le propriétaire foncier. Donc, parfois, on peut se retrouver dans ces situations quand on s'expatrie et qu'on n'occupe pas le bien immobilier qui est resté en France. Si on met en location et donc que le bien immobilier génère des revenus, et ces revenus-là, en général, sont imposés en France. Ce sont soit des revenus fonciers directement, soit des revenus qui ont une autre nature parce qu'on a une location meublée, par exemple, voire assortie de services avec du para-hôtelier. Dans ces cas-là, j'attire quand même l'attention des contribuables. De toute façon, il faut vérifier au cas particulier. Sachez que si le bien immobilier est détenu à travers une SCI, on a potentiellement une complexité en plus parce que tous les pays étrangers ne reconnaissent pas la transparence fiscale de la SCI. Typiquement, le Royaume-Uni ou la Belgique, alors même qu'on a un système et une fiscalité très proche de la Belgique, en Belgique, on ne reconnaît pas la transparence fiscale de la SCI et donc on a un risque de double imposition quand on a une SCI qui met en location son bien immobilier situé en France. Donc, c'est parfois aussi sur ce type de structure qu'il faut travailler avant l'expatriation pour éviter d'avoir un risque de double imposition. L'autre impôt qu'il faut garder en tête, bien entendu, c'est l'IFI, donc potentiellement l'impôt sur la fortune immobilière qui est dû par foyer lorsque la valeur nette de marché des biens immobiliers situés en France excède 1,3 million d'euros. Et alors là-dessus, attention aussi aux déconvenus, quand on est résident fiscal de France et qu'on détient essentiellement sa résidence principale comme bien immobilier, quand on la valorise pour l'impôt sur la fortune immobilière, on bénéficie d'une décote de 30%. En revanche, quand on garde son bien immobilier qui était sa résidence principale, mais qui devient une résidence secondaire après l'expatriation, quand on va devoir valoriser ce bien immobilier pour l'IFI, on ne pourra plus bénéficier de la décote de 30%. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a des gens qui se retrouvent à l'IFI, qui passent le seuil de 1,3 million en transférant leur résidence fiscale hors de France. Alors qu'ils ne l'étaient pas quand ils étaient résidents fiscaux français, si je me souviens. Exactement. Alors qu'ils n'étaient pas soumis à l'IFI en tant que résidents parce qu'ils bénéficiaient de 30% de décote sur la résidence principale. Et c'est sur ce point que je suis obligé de vous arrêter. Je suis obligé de vous arrêter. On est en train de dévier de notre heure. C'est passionnant. C'est passionnant. Ça mérite sans doute une deuxième, même une troisième, même une quatrième émission pour nous les expatriés, pour les Français de l'étranger. C'est un sujet qui revient de manière systématique. Comme on a la chance d'avoir un fisc très présent et très intrusif, c'est même souvent l'Arlésienne. C'est un sujet qui vient, qui s'en va, qui revient, qui s'en va. Et qui revient. Merci beaucoup de cette première intervention, Maître Marine Dupas. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci Maëlle et merci Julien. Bonne soirée, à bientôt. C'est maintenant au tour de Bruno Jacquet et Stéphanie Reinbold d'Atlantic Capital Partners qui sont venus nous rejoindre et avec lesquels nous avons démarré une chronique pour cette deuxième saison. Ils aborderont chaque fois un sujet de microéconomie ou un sujet de macroéconomie, un petit peu au gré de leurs recherches, de leurs analyses et de leurs études. Et pour cette première, ils ont décidé de nous parler du secteur bancaire dans la conjoncture actuelle. Donc, avant de vous laisser la parole, Stéphanie et Bruno, je vous demanderai juste de commencer par présenter Atlantic Capital Partners en 30 secondes ou en 1 minute. Et après, je vous laisse dérouler le programme tel que vous l'avez conçu. Voilà, c'est à vous.
Très bien, merci Bernard pour cette introduction. C'est un grand plaisir pour nous d'être à l'antenne ce soir. Atlantic est un prestataire de services financiers. Donc, nous offrons des conseils et des services sur mesure aux investisseurs institutionnels ou privés. Les services proposés, finalement, vont de la recherche financière que nous effectuons avec Stéphanie, mais aussi à la gestion d'actifs, notamment sur des secteurs comme les fusions-acquisitions, le private equity, l'immobilier, et puis les produits structurés qui sont aussi une offre de services importante pour nous, pour permettre de temps en temps d'investir de manière différente que juste avec des actions en ligne directe ou des obligations. Ça permet d'apporter un peu de sophistication à la manière dont on construit les portefeuilles. Donc voilà pour un bref topo sur Atlantic. L'idée pour nous aujourd'hui, c'était de parler d'un secteur qui est important pour l'économie, le secteur bancaire, puisque les banques finalement permettent de faire le lien entre les épargnants d'un côté et les emprunteurs de l'autre. Donc ce lien-là permet de favoriser l'investissement des entreprises, la consommation des ménages, et donc au final, ça permet de soutenir la croissance économique. Les banques sont aussi également très importantes pour le marché boursier. Il faut voir qu'il y a 15 ans encore, avant la grande crise financière de 2008-2009, le secteur bancaire en Europe représentait à peu près 20-22% de l'Eurostoxx. Donc, c'est un ratio très important. Aujourd'hui, après plusieurs crises, on est aux alentours de 7% de cette capitalisation boursière. Donc, 7% de l'indice européen sont des banques. Et c'est vrai qu'il y a une grande partie des investisseurs qui se dit qu'un jour ou l'autre, ces 7% vont remonter pour revenir peut-être pas à 20%, mais en tout cas à 10 ou 15. Et chacun essaye un petit peu de chercher la bonne opportunité pour rentrer dans ce secteur-là. Alors, c'est une bonne nouvelle puisque depuis novembre 2020 maintenant, les performances du secteur sont vraiment excellentes et ont permis de générer des bonnes performances. Oui. Donc, bonjour Bernard. En effet, le secteur bancaire aujourd'hui affiche l'une des meilleures performances de l'indice Eurostoxx 600 avec une performance de 27% contre 19% pour l'indice. Ça a été tiré bien sûr par la réouverture de l'économie, mais aussi par les anticipations d'inflation. Depuis le mois de juin, on voit que le secteur performe un peu moins bien avec le variant Covid qui fait peur. Donc, c'est une variante qu'il va falloir surveiller. Cependant, le secteur continue de se traiter à des valorisations qui semblent très attrayantes. Ces valorisations s'expliquent en partie depuis la crise financière de 2008, où le régulateur a demandé aux banques de faire énormément d'efforts, de renforcer leur bilan. Donc, elles ont dû augmenter leurs capitaux propres fortement, pendant que de l'autre côté, les banques centrales maintenaient les taux d'intérêt à des niveaux extrêmement faibles qui pesaient sur les marges des banques. C'est ce qui explique en fait ces discounts de valorisation. Il faut bien voir en fait que les banques ont deux manières d'être profitables. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet volume, c'est-à-dire que plus elles vont octroyer de prêts aux entreprises ou aux ménages, plus elles vont pouvoir générer des profits. Et l'autre manière, c'est ce qu'on appelle l'effet prix, c'est-à-dire si les marges sont plus élevées, elles vont là aussi pouvoir générer des profits plus importants. Alors, c'est ce que souvent on appelle de manière un peu compliquée la quantification de la courbe des taux. Au final, c'est un terme un peu barbare pour quelque chose d'assez simple. L'idée, c'est de garder en tête que les banques, elles vont prêter à long terme. Donc, elles vont nous prêter pour acheter une maison ou pour investir pour des nouvelles machines dans une entreprise à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et de l'autre côté, elles se financent à court terme, à 3 mois, à 1 an. Et donc, elles vont capter l'écart de taux entre les taux longs et les taux courts. Donc, typiquement, si elle me prête à 3% pour acheter une maison et qu'elle se finance à 1%, elle va capter ces 2% d'écart. Et donc, ça, c'est un point important. C'est ce qui permet de générer des marges pour les banques. Et c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, les taux sont très, très bas. Et notamment, l'écart entre ces taux longs et ces taux courts a eu tendance à se réduire. Donc, ce fameux aplatissement de la courbe des taux, comme aiment bien dire les spécialistes. C'est juste donc le fait que la différence entre les taux longs et les taux courts devient très petite et donc vient un petit peu renier
les marges des banques. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel les banques doivent perdurer dans cet environnement-là. Donc, avec la crise du Covid, le régulateur a eu des grosses craintes sur la capacité des banques à faire face à une potentielle augmentation des défauts de paiement. Mais les banques étaient quand même beaucoup mieux capitalisées qu'avant la crise de 2008. Le régulateur a demandé aux banques de cesser de verser des dividendes, ce qui a eu pour effet en fait, de renforcer là aussi le bilan des banques. Ce qui s'est passé finalement avec le fort soutien des gouvernements, les subventions pour que les entreprises continuent de rester ouvertes et ne licencient pas, donc un soutien à la fois aux ménages et aux entreprises. On n'a pas vu d'augmentation des mauvaises créances et toutes les réserves que les banques avaient mises de côté, notamment au deuxième trimestre 2020, ont pu être réduites au cours des trimestres suivants, ce qui a boosté les résultats des banques. D'un autre côté, par exemple, pour les banques d'investissement, elles ont augmenté énormément leur trading. Il y a eu énormément d'actions échangées sur les marchés, ou énormément d'achats et de ventes d'obligations. Tout ça a créé des commissions qui sont venues booster les résultats des banques. Donc finalement, quand il y a eu les stress tests qui ont été faits par le régulateur pendant l'été, les résultats sont apparus meilleurs qu'attendus. Et le régulateur a annoncé que les banques allaient pouvoir recommencer à verser des dividendes pour les trimestres qui viennent. C'est une excellente nouvelle pour les investisseurs qui aiment investir dans les financières parce que c'est une grosse partie du retour sur investissement. C'est vraiment le dividende. Mais on le voit finalement, ce qui est intéressant dans ce secteur-là et ce scénario-là, c'est que l'environnement n'est pas facile. Mais que les banques arrivent à tirer leur épingle du jeu depuis la réouverture de l'économie. Comme l'a dit Stéphanie, les résultats des derniers mois sont plutôt bons. Et il y a aussi pour nous certains secteurs, sous-secteurs sur lesquels on trouve qu'il y a un véritable intérêt à regarder aujourd'hui pour se positionner en tant qu'investisseur. Donc, parmi les secteurs, enfin les régions qu'on aime bien en Europe, on aimerait attirer l'attention sur les banques nordiques. En effet, c'est une des régions qui a peut-être le moins souffert de la crise du Covid. Elle a des secteurs beaucoup moins cycliques, beaucoup moins exposés au tourisme et leur niveau de capitalisation était beaucoup plus élevé que, par exemple, que les banques du Sud. Elles ont également amorcé beaucoup plus rapidement et beaucoup plus tôt le virage digital. Elles offrent beaucoup plus de services digitalisés qui font que finalement leurs coûts sont plus faibles que la plupart des banques européennes. Et enfin, pour les banques, par exemple, qui sont exposées à la Norvège ou les banques norvégiennes, la Banque centrale de Norvège a déjà annoncé qu'elle allait augmenter les taux de 25 points de base en septembre et potentiellement encore 25 points de base en décembre, ce qui devrait aider à booster justement les marges nettes dont parlait Bruno plus tôt. Donc, c'est donc une des régions qu'on aime en particulier. C'est vrai que du coup, dans cette option-là sur les banques, on peut aussi envisager que le secteur performe globalement bien, mais sans faire des étincelles dans les prochains mois ou les prochains trimestres. Et de ce point de vue-là aussi, la manière dont on investit dessus est importante. Donc, il y a les banques nordiques, comme l'a mentionné Stéphanie. Il y a aussi la manière d'investir. Et typiquement, sur les banques européennes, on va se sentir plus confortable à aller justement se positionner avec des produits structurés qui permettent de générer des rendements ou de protéger le capital dans certaines structurations. Et de ce point de vue-là, ça prend tout son sens. Ça peut venir compléter des positions qui sont détenues par ailleurs. Donc, globalement, ce qui nous semble important sur ce secteur, c'est que la situation n'est pas simple depuis plusieurs années, mais qu'en même temps, il y a une grosse partie des mauvaises nouvelles qui commencent à être intégrées par les investisseurs. Il y a quelques défis à relever, on en a mentionné certains, notamment dans les contraintes réglementaires. On peut aussi rajouter la concurrence des fintech avec les services financiers en ligne, etc., ou le crowdfunding, qui sont des solutions pour finalement lever des capitaux sans passer par des prêts bancaires. Mais au final,
la situation est assez bonne aujourd'hui. Et dans certains segments, on peut trouver des moyens de performer et de générer un petit peu de PEPS dans les portefeuilles grâce à ce secteur bancaire. Très bien. Bah, écoutez, c'était une très, très bonne intervention. Moi, j'ai relevé deux, trois petites choses où j'ai quelques questions à vous poser. Vous avez parlé que les banques représentaient 7% dans les indices européens au lieu d'un 21-22%, je pense, en 2007, avant le déclenchement de la crise. Est-ce qu'on a des fortes disparités entre les pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Europe du Nord, ou est-ce que ce 7%, allez, on va dire à 1 ou 2% près, c'est la même chose partout? C'est vrai que globalement, la tendance a été la même. Il y a toujours des segments qui sont, des indices par pays qui possèdent plus de bancaires que d'autres. Notamment, la France est plutôt bien lotie. Mais en même temps, cette tendance à la baisse du poids du secteur bancaire est visible sur l'ensemble des pays. Ouais, je pense que partout, on a vu la même chose, même pour des pays. Par exemple, l'Allemagne, il y a une époque où Deutsche Bank représentait quand même une plus grosse partie de l'indice et ça représente beaucoup moins aujourd'hui. C'est pareil en Italie, en Espagne. Je pense que tous les pays européens ont connu ce recul en fait, du poids des financières dans l'indice. Peut-être celui qui a encore un gros poids financier, c'est le UK en fait. Il y a encore beaucoup d'exposition au secteur financier. Et d'ailleurs, cette question est intéressante, Bernard, ça me permet de rebondir aussi sur un point qu'on n'a pas abordé, mais qui a de l'importance pour nous. C'est que dans les banques, il y a différents types de banques. Et typiquement, il y a des banques de détail qui vont prêter plutôt aux ménages. Et il y a des banques d'investissement qui sont plutôt sur de la gestion d'actifs, etc. Et c'est vrai que les deux ne sont pas dans la même santé financière aujourd'hui. Peut-être Stéphanie, si tu veux prolonger là-dessus. Oui, je pense qu'il faut regarder aussi si on veut choisir banque par banque. Je pense qu'aujourd'hui, les banques qui sont moins exposées à la banque de détail devraient performer davantage parce qu'elles n'ont pas justement cette pression des marges à cause des taux d'intérêt. Donc, toutes celles qui font des revenus à travers des commissions pour gestion d'actifs ou commissions pour brokerage devraient s'en sortir mieux dans des périodes chahutées. C'est la raison. Et alors, une autre question qui là nous ramène directement, non pas à la santé des banques, mais plutôt à la bourse et au marché financier. Bon, globalement, pour que les banques remontent et que donc de ce fait-là le poids monte, il faut que les bénéfices et le profit augmentent. Mais ça, en réalité, quand on regarde depuis quelques années, les banques, d'un côté, elles nettoient leur bilan et elles diminuent leurs risques, et de l'autre côté, les profits augmentent. Maintenant, sur les marchés financiers, il y a aussi une question de valorisation par un multiple de l'EBITDA. Et ce multiple pour les banques, en même temps que leur bilan s'est effondré, il s'est effondré. Qu'est-ce qui pourrait faire redémarrer ce multiple et dire, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, donc je passe sous votre contrôle, mais aujourd'hui, une banque, ça doit se valoriser combien de fois l'EBITDA? 1, 2, 3? On ne regarde pas sur les l'EBITDA, on regarde par rapport aux capitaux propres plutôt. Donc là, ça se traite à peu près 0,5 fois, ce qui est rien du tout, ou 0,6 fois. C'est vraiment la confiance que vont avoir les investisseurs sur la capacité à augmenter leur rendement sur capitaux propres par rapport aux coûts auxquels les banques font face aujourd'hui. Et comme les coûts sont encore relativement élevés, ce que le régulateur essaye de demander aux banques aujourd'hui, c'est de fusionner pour créer des effets d'économie d'échelle. Donc, le régulateur essaye d'encourager les banques à fusionner entre elles, ce qui est très difficile en fait au niveau européen encore. C'est encouragé et à la fois découragé. Donc, la valorisation reviendra plus quand elles seront capables de réduire drastiquement leurs coûts. Et pour ça, je pense que le virage technologique est essentiel. C'est pour ça, là encore, que je disais que les banques nordiques étaient intéressantes parce qu'elles ont compris depuis longtemps que digitaliser les services leur permettait de réduire les coûts et de devenir plus efficients. Pour les banques du Sud, qui avaient encore beaucoup de succursales ouvertes, beaucoup de personnel, ces réductions de coûts sont encore très difficiles. Très bien. Alors, une dernière petite question.
quand on voit que le bénéfice d'une banque, là je vais prendre par exemple BNP Paribas, ne cesse d'augmenter, comment est-ce qu'on peut légitimer que ces coûts sont trop élevés? Les coûts, ils sont en rapport avec un bénéfice, puisque le bénéfice, il est non seulement élevé, mais en plus croissant. Oui. Alors, comment est-ce que le régulateur va dire, oui, oui. je me mets à la place du patron de BNP Paribas, il va se dire, le régulateur me dit de baisser mes coûts, mais mes bénéfices explosent, puis je me mets à la place des gens qui achètent, qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils baissent ses coûts, puisque les bénéfices sont au rendez-vous? Ouais, alors, les bénéfices ont augmenté ces derniers trimestres, mais c'était aussi un effet comptable, hein, parce qu'ils avaient mis beaucoup de côté pour faire face éventuellement aux créances douteuses qui risquaient d'y avoir avec la crise. Donc, toutes ces réserves ont été relâchées et ça a boosté de façon plus temporaire les résultats. Ce n'est pas pour ça qu'ils étaient réellement rentables. Donc, les coûts sur revenus sont encore très élevés pour les banques. Pour l'instant, le coût sur capitaux propres est supérieur au rendement sur capitaux propres. Et c'est vrai que c'est un point important, ce point-là, et nous, on y est très vigilants. Et pour vous rejoindre, Bernard, très clairement, c'est vrai qu'en achetant aujourd'hui le secteur bancaire et certaines banques, on achète des actifs qui sont peu chèrement valorisés, c'est-à-dire qui sont assez attractifs comparé à d'autres secteurs où on voit des multiples complètement faramineux. Et c'est vrai que l'environnement est difficile pour le secteur bancaire, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que ces difficultés sont prises en compte dans les cours et que du coup, ça limite aussi le potentiel de baisse en cas de difficulté. C'est vrai qu'il y a un peu deux poids, deux mesures entre un BNP Paribas, comme vous le mentionniez, et un Amazon ou un titre et encore, je ne technologique. parle pas des sociétés de la transition écologique. Hein. C'est vrai. Ça serait un bon sujet, ça d'ailleurs. Mais bien, merci effectivement. Beaucoup. Merci pour ce partage de savoir. Merci pour votre participation. On se reverra la semaine prochaine pour la même émission et dans 15 jours pour une autre émission. C'est maintenant à nouveau le tour de notre ami Bruno qui va nous rejoindre pour sa deuxième prise de parole. Eh bien, rebonsoir Bruno. Ce soir, on a le plaisir de vous avoir deux fois. Vous nous avez présenté Ginger tout à l'heure, la société dans laquelle vous êtes associé, que vous développez depuis un certain temps. Et ce soir, pour votre chronique, vous venez nous parler de BASF, une valeur allemande qui est cotée au DAX, qui est l'indice allemand qui ressemble un petit peu à notre CAC. Alors, on vous écoute. Oui, bonsoir Bernard, je suis content de vous retrouver à nouveau. Donc, comme on l'expliquait au tout début de vos interventions, Ginger, c'est deux jambes, une jambe technique liée au risque et une jambe fondamentale. Donc là, on parle de BASF sur l'aspect fondamental parce que pour nous, sur la valeur, dans nos outils, il n'y a pas de risque particulier. Mais on parle de BASF ce soir parce que cette valeur, pour nous, démontre plusieurs intérêts pédagogiques pour vos auditeurs. Le premier, c'est que c'est une valeur donc dite cyclique, donc très dépendante du cycle, qui fait de la chimie en Allemagne. Par exemple, vous voyez, elle va travailler sur des pigments de peinture, elle va travailler sur des pigmentations de plastique, enfin bref, beaucoup de choses qu'on voit tous les jours autour de nous. Et il se passe quelque chose d'assez paradoxal sur cette valeur et d'assez rare, on voit rarement ça, indépendamment de Ginger d'ailleurs. Vous avez un consensus d'analystes sur Bloomberg, qui est un outil qu'on nous utilise comme beaucoup d'autres gérants. Vous avez des analystes qui donnent leurs avis sur les valeurs. Et sur BASF, depuis maintenant 4 mois, les avis ne sont que plus en plus positifs avec des cours revus à la hausse sans arrêt. Et phénomène assez rare, le cours boursier, lui, ne cesse de baisser. En général, nous, notre gestion, évidemment, ne dépend pas de ça. Néanmoins, étant donné qu'on aime la valeur, qu'on a étudiée depuis quelques années maintenant, et qu'on voit qu'il y a une décote qui est très importante par rapport à la valeur de marché, on essaie de comprendre et on se rend compte que phénomène rarissime, vous avez vraiment je dirais une évolution de cours complètement opposée entre les objectifs à court moyen terme des cours d'analystes et puis le cours boursier. Alors pourquoi? Là, c'est intéressant au niveau pédagogique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes début septembre dans une sorte de match dans les marchés entre ceux qui croient que des niveaux de croissance actuels ne pourront pas tenir et ceux qui pensent qu'ils pourraient tenir, qui sont évidemment moins nombreux en ce moment. Et donc aujourd'hui, et nous c'est ce que l'on croit, dans les prochaines semaines, aussi bien la croissance que les niveaux d'inflation semblent perdurer à des niveaux assez élevés, des valeurs comme BASF seront les premières à en profiter pleinement, de par leur positionnement sur le cycle économique, mais aussi, et là c'est assez atypique, de par le retard qu'elles ont accumulé
C'est l'une des valeurs en Europe qui a le plus de retard par rapport à l'univers et par rapport au cycle économique. Et donc, fondamentalement, nous, on aime beaucoup l'entreprise. Au niveau du risque, on n'a pas de risque particulier sur la valeur aujourd'hui, ce qui nous permet d'être, nous, dans nos portefeuilles, en tout cas, détenteurs de BASF aujourd'hui. Alors, BASF, elle cote combien cette valeur? Elle est aujourd'hui autour de 64 €. D'accord. Et vous pensez que c'est une valeur qui pourrait coter combien? Ou Nous, qui devrait coter combien? Ou même, allez, ne me dites pas ce que vous pensez. Le consensus des analystes dont vous nous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui parle de quoi? Ils ont quasiment tous revu à la hausse le cours ces 3-4 dernières semaines. Le consensus sur lui autour de 100 €. D'accord, donc c'est une valeur qui pourrait prendre 50%. Oui. D'accord. C'est une valeur que vous avez dans votre fonds? Nous, on a en portefeuille du BASF, oui, tout à fait. Récemment ou depuis longtemps? C'est quelque chose? Non, c'est une valeur qu'on accompagne depuis un petit moment parce qu'on aime beaucoup la façon dont elle est gérée, qu'elle a fait une vraie transformation de beaucoup de ses métiers qui, pour nous, sont des transformations plus margées et plus opportunes par rapport au marché aujourd'hui. Et nous, on l'avait en portefeuille, on l'a renforcé l'année dernière pendant la correction. Là, on attendait un peu parce qu'à un moment donné, si vous voulez, vous avez parfois les désamours sur des valeurs, ce n'est pas la peine de toujours aller contre le vent. Et puis, on préférait racheter des financières. Mais c'est une valeur qui nous interpelle beaucoup parce qu'encore une fois, indépendamment de Ginger, c'est assez rare de voir. Vous pouvez voir les analystes qui passent positif sur une valeur, mais sans forcément revoir le cours d'achat. Et là, c'est vraiment de voir ce cours revu encore hier. Il y a un analyste qui l'a revu fortement, alors que le cours baisse, c'est assez rare. Donc, il y a une vraie défiance. Une défiance pas que sur la valeur, c'est aussi une défiance, et c'est pour ça que je voulais parler de ça, sur la conviction que le cycle va perdurer sur les prochaines semaines. Et donc, nous, on croit que ce cycle devrait perdurer, et ça favorisera probablement l'intérêt vers ce type de valeur. D'autres aussi, on a parlé de Valeo aussi il y a quelques semaines ensemble, mais en tout cas, BASF est pour nous un exemple très intéressant pour les prochaines semaines. Les comptes de la société sur un plan purement audit, les comptes sont solides, la valeur est fortement bénéficiaire, dégage des profits. Ah oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. La valeur est très profitable, elle dégage des profits, elle a fait des rachats d'actions, vous avez un dividende. Enfin, c'est une entreprise qui est très solide. Mais comme beaucoup d'autres qui sont des amours aussi, ce n'est pas parce qu'une entreprise n'est pas positive sur un marché à un moment donné qu'elle est déficitaire ou autre sur ses résultats. C'est juste que vous savez, notre métier, nous, c'est donner un prix aujourd'hui pour demain. Et vous avez des gens qui, pour donner ce prix, prêtent des paramètres. Nous, le paramètre que l'on prend pour donner un prix à la valeur, c'est de dire que la croissance aujourd'hui, elle est plus forte que ce que l'on croit, que les plans de relance vont aujourd'hui privilégier tout ce qui est réfection, tout ce qui est construction, tout ce qui est automobile ou autre, et que cette valeur-là est aujourd'hui fournisseur de beaucoup de ces acteurs et donc devra en profiter aussi. Très bien. Eh bien, il est maintenant temps de nous quitter. Donc, pour résumer, BASF, valeur sur le DAX, elle vaut autour de 65. Les analystes lui donnent un potentiel entre 95 et 100. Vous pensez que c'est une bonne opportunité et vous en avez dans votre fonds Ginger 365. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno. Et merci à vous, Bernard. À la semaine prochaine. À très bientôt. Avec plaisir. Passez une bonne semaine. Au revoir. Merci. La French Radio. Portugal.